Mathieu, c'est le moment, c'est le jeu de la vérité. RMC, Roten sans flamme, le jeu de la vérité. Quand tu joues dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, où il y a des grosses personnalités, à un moment donné, je ne pouvais pas être moi-même et j'ai été obligé à un moment donné d'être pas le mec sympa. Je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de gentil, mais je ne pouvais pas montrer cette facette-là parce qu'autrement, on te mange tout le corps après. Avec aujourd'hui, Mathieu Valbuena. Vous allez jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité et que la vérité. Toute cette semaine, Roten sans flamme a donc mis en place le jeu de la vérité avec un principe simple. Une personnalité du monde du foot, ce soir un grand joueur de l'équipe de France, qui se livre sans filtre, sans tabou et sur tous les sujets. Vous venez vous poser vos questions, 32-16, 06-12, 424, 424. Mathieu Valbuena avec nous ce soir. Mathieu, est-ce que tu jures de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Rien que la vérité. Toute la vérité, bien sûr, toujours. Mathieu, tu as le droit à un joker. Rien que la vérité. Donc si tu veux, tu peux actionner un joker pour ne pas répondre à une question, ok? Ok. Et tu seras soumis également au détecteur de mensonges qu'on a envoyé jusqu'à chez toi. Détecteur de mensonges. Voilà. Dès que tu dis pas la vérité, tu entendras ce signal sonore. Mets bien le doigt dedans, pas autre chose. Ok, ouais. Ok Mathieu? La connexion arrive jusqu'en Grèce. Oui, t'inquiète pas, la connexion est là, t'inquiète pas. Ok. Ok. Mathieu Valbuena avec nous ce soir, Jérôme, on est ravis de l'accueillir. Mathieu, ravi de t'accueillir. Bon, déjà, moi, la première question que j'ai à te poser, c'est j'imagine que tu es fier de ta carrière. Oui, bien sûr, c'est une fierté parce que elle continue encore, même si on est à la fin. Mais c'est vrai que pour moi, déjà, devenir professionnel, c'était le rêve ultime. Après, on a dû gravir les échelons petit à petit, mais bon, oui, je suis très fier de ma carrière et de ma longévité, tu vois, parce que c'est bien beau de faire une carrière, mais voilà, le plus longtemps possible, le plus régulier possible que j'ai pu être. Donc voilà, je suis vraiment, ouais, bien évidemment, très très fier de tout ce parcours-là. Ce qui a marqué le plus ta carrière, j'imagine que c'est ton passage à l'Olympique de Marseille. Tu es resté 8 ans, de 2006 à 2014. En gagnant le plus beau trophée, c'est-à-dire d'être champion de France en 2010. C'est ça, ton meilleur souvenir? C'est vrai que mes plus beaux souvenirs sont à l'Olympique de Marseille parce que forcément, c'est là où j'ai débuté ma carrière, dans le plus grand club de France. Et c'était pas facile parce que tu sais, quand tu fais... Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais vraiment tout minot. J'arrivais de national. Après, c'est vrai que quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, t'es pas trop pris au sérieux, mais c'est vrai que pour moi, c'est des 8 ans extraordinaires où j'ai vécu des moments magnifiques et forcément, quand tu gagnes des titres à l'Olympique de Marseille, encore plus. Donc voilà, ça a été des moments juste incroyable, avec beaucoup d'émotions, avec des moments aussi un peu plus compliqués forcément, mais ça fait partie du jeu. Et puis voilà, c'est mes débuts, c'est là où j'ai tout appris, et ce milieu-là aussi, avec des grosses personnalités dans les vestiaires, donc ouais, c'est des moments qui m'ont marqué vraiment. Ouais, parce qu'on rappelle, Mathieu, tu débarques du National directement à l'Olympique de Marseille, et il y a cet épisode dont tu as déjà parlé, mais tous ces épisodes de bizutage qui ont duré assez longtemps à Marseille, avec de fortes personnalités, tu l'as dit. Franck Ribéry, la méga star de l'époque qui venait de briller en équipe de France, Samir Nasri. Est-ce que tout ça, tu l'as vite digéré? Est-ce que c'est oublié? Est-ce que c'est toujours dans un coin de ta tête, une période compliquée pour toi? Ou est-ce que tu penses que ça a forgé ton caractère? Moi, je pense que ça a beaucoup forgé mon caractère, même si sur le début, c'est difficile on va dire, à accepter, parce qu'on n'a pas un mental vraiment à toute épreuve. Je pense que toutes ces choses-là m'ont formé. Je pense que j'ai eu, forcément, je l'ai expliqué quand même pas mal de fois, ces bizoutages en dehors du terrain, mais il y a eu aussi des moments aussi forts sur le terrain aussi, avec des moments aussi très durs pour moi, mais je pense que ce qui m'a permis de passer, on va dire, outre de tout ça, c'est vrai que quand j'étais vraiment sur le rectangle vert, j'oubliais tout et je jouais mon football.
Je pense que quand Mathieu, j'étais tu es sur un réconcilié terrain... avec eux aujourd'hui, avec Samir, avec Franck Ribéry, avec tous ces joueurs de l'époque qui t'ont un peu fait souffrir? Franck, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. On a bien rigolé, on a pu passer un petit moment ensemble. J'ai revu aussi Samir. Bon, après, peut-être qu'on n'est peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais je pense qu'on se revoit avec du respect. Et je pense que c'est ça le plus important. Et je pense que sur le moment, forcément, c'est dur à accepter. Mais après, aujourd'hui, tout le monde a grandi. On a tous des enfants avec une vie de famille. Et aujourd'hui, c'est que du passé. Et aussi, peut-être que ces épisodes-là m'ont permis aussi à me forger un caractère à toute épreuve et à me dire que voilà, l'Olympique de Marseille est un club à part. Est un club aussi très dur. Il faut savoir être performant sur le terrain, mais aussi contrôler tous tes faits et gestes à l'extérieur. Donc voilà, tout cela m'a permis d'être beaucoup plus... de me forger un caractère à toute épreuve. Mais je pense qu'aussi l'insouciance que j'ai eue aussi quand j'arrivais sur un rectangle vert m'a permis aussi de pouvoir réussir dans ce club qui est quand même très compliqué. Jean-Michel. Mathieu, tu disais que quand tu es arrivé, tu étais un gentil garçon venant de Libourne-Saint-Seurin, de National, Mathieu, et qu'il avait fallu que tu changes. Tu l'as fait tout seul. Il y a des moments où tu as été humilié, vexé, et quels sont ces moments forts où tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu changes de caractère, finalement? Oui, parce que c'est vrai qu'au début, j'avais mon agent. Après, souvent, moi, j'ai une relation avec mes parents qui sont je suis vraiment très proche d'eux. Et c'est vrai que j'étais pas prêt, peut-être, pour vivre ces moments-là. Et c'est vrai que mais quel des fois, moment, j'étais mal à l'aise. Comment c'était de l'humiliation? Tu le ressentais comme une humiliation? C'était quoi exactement? En quoi ça consistait? Ouais. Non, mais peut-être, tu vois, toujours que ça soit sur moi, que ça soit sur la table, mettre du sel, enfin plein de choses. Ou alors avant d'arriver à l'entraînement, je l'avais raconté ça déjà, que on me mettait du muscleur dans mon caleçon, ou qu'on me coupait les chaussettes, ou qu'on me mettait mes chaussures pendues, pendues tout en haut. Donc ça m'est arrivé d'être des fois en retard à l'entraînement, mais c'était pas par le fait que j'étais en retard, mais parce que j'avais pas mes chaussures. Enfin, plein de choses comme ça qui ont été, ça a été dur à accepter. Et c'est vrai que quand tu en parles après à ton entourage, tu te dis il faut à un moment donné, il faut arrêter aussi d'être aussi gentil. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours regardé tous ces joueurs-là à la télé. Pour moi, mon rêve ultime, comme j'ai dit, c'était d'être professionnel. Et quand tu arrives dans ce vestiaire-là, vous le savez très bien, quand on arrive de National et à Marseille, c'est pas... Tu arrives de National et tu vas, avec tout le respect que j'ai, ou dans un club formateur, comme Rennes ou comme Auxerre, ou ces clubs-là que j'avais. Et c'est vrai que tu fais un gros step, quoi. Donc, et c'est vrai que... j'ai dû, on va dire, un petit peu bomber un peu le torse, rouler un peu des fois les mécaniques, même si je m'en suis... même si des fois, parce que dans la vraie vie, je suis pas comme ça, mais c'est vrai que m'inventer peut-être un personnage, et du fait que j'avais confiance en moi, et tout simplement, ça a été le cas tout le long de mon passage de l'Olympique de Marseille. Mathieu, maintenant, voilà, tout ça. Il y a beaucoup de questions, et on va prendre Hakim dans un instant, sur des passages marquants de ta carrière, notamment ton passage de Marseille à Lyon. Ça n'a pas été un passage direct, mais les Marseillais t'en ont voulu à l'époque. Mais évidemment, on veut parler avec toi de l'équipe de France. Je l'ai dit, tu es un cadre des Bleus, tu as 52 sélections en équipe de France. C'est autant que Jean Tigana, par exemple, c'est pour vous donner un ordre d'idée. De 2010 à 2015... Et malheureusement pour toi, l'aventure en bleu, elle démarre par la tragédie du foot français avec la Coupe du Monde 2010 et l'affaire Naïsna. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu en as vécu des choses difficiles, et on va en parler dans un instant en équipe de France, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, Naïsna, c'est une souffrance? Est-ce que c'est digéré? Est-ce que ça a marqué aussi ta vie d'homme et de footballeur? Est-ce que tu te sens le principal responsable de Naïsna? Oui, bien sûr, je suis responsable, comme tous les joueurs qui étaient là-bas, on a été responsables. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte de la bêtise qu'on faisait. C'est vrai qu'en plus, moi, c'est ma première grande compétition.
Ça a été dur. Moi, je sais que j'ai mes parents qui sont venus, ils m'ont toujours suivi partout. Et voilà, même mon père, il m'a dit, mais c'est honteux ce que tu fais, quoi. Enfin, ce que vous faites, quoi. Il était vraiment pas content par rapport à moi, mais après, c'est vrai que quand tu arrives quand tu es tout jeune, quand t'as aucune décision aussi à prendre, moi, j'ai suivi comme tout le monde. Et on est autant responsable. Et quand Pat ou quand les cadres ont demandé aussi de lever la main, celui qui était opposé à tout ça, moi je l'ai pas levé non plus. Donc tu la lèves pas, Mathieu, parce que tu veux être solidaire du groupe, parce que tu soutiens Nicolas Anelka à l'époque, ou parce que tu es jeune aussi parce que je soutiens Nico et qu'on est tous ensemble. Donc et je pense que je réalise pas non pas de pouvoir soutenir Nicolas Anelka. Ça, le soutenir, on l'a toujours soutenu, mais l'erreur qu'on a pu faire de ne pas pouvoir s'entraîner, enfin, voilà, tout ce qui s'est passé, de rester dans le bus, enfin, ça a été vraiment une grosse bêtise, avec le recul. Maintenant, quand tu viens d'arriver, que tu as des personnalités là, bah, tu suis le mouvement aussi. Donc voilà, ton avis, et puis c'est vrai que ton avis, il compte pas trop, même si j'aurais pu aussi bien, si j'avais vraiment eu une grosse personnalité, dire les choses, mais ça n'a pas été le cas. Je l'ai dit, j'ai suivi le mouvement comme tout le monde sur le moment, et j'ai toujours assumé. Et c'est vrai que ça a été un moment dur, parce que derrière, tous les joueurs, on a été exclus pendant au moins un match de l'équipe de France. Donc ouais, ça a été, pour mon baptême de feu, ça a été un moment très, très, très compliqué. Ouais. Mais bon, ça m'a... Vas-y, Tony. Ouais, juste, on sait tous que c'est compliqué. Quand tu es jeune, tu arrives dans l'équipe de France, tu fais tes premiers matchs, et c'était impossible pour toi de lever la main, de dire moi je prends la parole, je suis contre ci ou contre ça. Je veux dire, tu as subi les choses comme certainement beaucoup dans l'équipe. Il y avait des cadres, c'est les cadres qui auraient pu dire quelque chose, mais toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Pour moi, qu'est-ce que tu veux te reprocher sur cet épisode-là? C'est sûr que moi, je trouve ça vachement gentleman de dire je suis responsable, mais à un moment donné, voilà, c'est même le coach à l'époque aurait dû réagir différemment. Enfin, c'était, je pense que ça reste déjà, il y avait vraiment beaucoup, quand on a fait le stage à Tignes, déjà, on sentait qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait vraiment un malaise déjà avec le coach et les joueurs. Donc même pour te dire, on a fait une réunion juste avant de partir. C'était à Tignes, où c'était une réunion de coups de pied arrêtés. Ça a duré au moins 45 minutes pour savoir s'il y en a certains qui voulaient jouer. Une réunion de coups de pied arrêtés? Ouais, une réunion de coups de fou. Une réunion de coups de pied. Ça a été une réunion. Celle-là, j'en me l'ai jamais faite, Mathieu. C'était les idées révolutionnaires de Raymond Domenech. C'est-à-dire, vous travaillez. Alors, vous travaillez les coups de pied arrêtés en réunion. Domenech, il faisait ça. J'en ai entendu. C'était peut-être pas une réunion. C'était pour te dire que la réunion du coup de pied arrêté, c'était peut-être pas forcément que les coups de pied arrêtés, mais on est resté au moins 45 minutes sur des coups de pied arrêtés. Le coach voulait jouer, je crois, c'était dans une salle en zone, et l'autre en individuel. C'était un bordel monstre. Alors, c'est une innovation de Raymond Domenech, respecte-le. En salle? C'était dans une salle? Ouais, c'était dans une salle. Ah bah oui, donc c'était bien une réunion de coups de pied arrêtés, oui. En salle. En salle, en demi-cercle, parce qu'il aimait bien faire ça en demi-cercle. On a la chance d'avoir Mathieu Valbuena avec nous ce soir dans Rotten sans flamme. Mathieu Valbuena dans le jeu de la vérité. Le fou rire de Jean-Michel Larquet sur les méthodes de Raymond Domenech. On pourra en parler avec Mathieu. Une réunion de coups de pied arrêtés en salle. On en parlera également de Didier Deschamps. Forcément, Mathieu, et je suis obligé de t'en parler parce que ce qui a marqué ta carrière et le grand public notamment, ce qui doit te faire souffrir encore aujourd'hui, c'est cette fameuse affaire de la sextape. On le rappelle, malheureusement, l'affaire du chantage à la vidéo dont tu as été victime, avec un autre joueur emblématique de l'équipe de France qui a été impliqué, Karim Benzema. Déjà aujourd'hui, est-ce qu'on t'en parle encore? Est-ce que c'est digéré? Est-ce que là aussi c'est une cicatrice encore plus grande? Est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui de l'affaire de la sextape, Mathieu? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Pour moi, c'était vraiment derrière moi. Ça a été un moment très difficile.
forcément, parce que cela m'a privé de l'équipe de France. Tu n'as plus été appelé après, on le rappelle d'ailleurs. Je n'ai plus été appelé après. J'aurais préféré, tu vois, et je pense que c'est la suite logique. C'est-à-dire, j'aurais préféré de ne plus être en équipe de France parce que mes performances n'étaient plus bonnes, que de partir de l'équipe de France comme ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour moi, franchement, ça a été derrière moi. Ça a été beaucoup plus difficile pour moi, dans les années qui ont suivi, de me remettre du fait que de partir comme ça de l'équipe de France a été une souffrance, plus dans ce sens-là que sur cette affaire-là. Sur cette affaire-là, je l'ai dit, je l'ai redit, que de base, voilà, j'ai porté plainte pour des gens qui voulaient que je paye pour une vidéo, et je leur ai jamais dit, vous n'allez jamais recevoir 1 euro depuis le début. Donc voilà, peu importe ce qui va se passer, de ma famille ou quoi que ce soit, vous n'allez jamais recevoir 1 euro, tout simplement. Mathieu. Donc voilà, j'ai été au bout de mes convictions. Maintenant, voilà, ce que j'ai vraiment le plus souffert, c'est vraiment le fait de l'équipe de France et de ne plus avoir été appelé en équipe de France. Il y a beaucoup de fantasmes sur le contenu de cette vidéo. Ça alimente encore des discussions aujourd'hui. J'entends que ça te fait sourire, donc tant mieux finalement. Ça veut dire que vraiment tu prends ça avec de... Julien Cazard t'appelle. De la je vais pas pleurer quand même. Non, c'est sûr, mais... Oh, ça veut dire que tu te la refais de temps en temps, alors, en fait. Je me permets juste... Belle réponse, Jérôme. Non, mais je me permets juste une question, parce que là, on peut le prendre avec de la dérision, mais toi, tu le sais, le contenu de cette vidéo, tu le connais. Est-ce que tu te dis... Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler ou pas. Je ne sais pas quelle est ta position là-dessus. Mais... Ouais, on n'est pas là pour... C'est une émission de sport quand même. Non, bien sûr, c'est une émission de sport, mais ça fait partie de ta carrière. Mais... Donc, c'était pas du sport. C'était pas du sport dessus. Non, mais ce que je veux te dire, c'est comment tu réagis à ça alors qu'on en parle toujours, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Par exemple. Et voilà, et cette vidéo fascine. Alors que toi, tu sais ce qu'il y a dedans et que peut-être que c'est pas si dingue, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui fantasment beaucoup sur moi, peut-être. Peut-être aussi. C'est plus ça. Peut-être aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est, toi qui connais le contenu, est-ce que tu te dis, bah oui, je sais ce qu'il y a dedans, et même si elle avait été publiée, on n'aurait jamais été à cette hauteur-là de conflit, etc., si elle avait été publiée. Non, moi, je sais ce qui se passe. Après, chacun a des jardins secrets, mais même si moi, j'ai plus trop de jardins secrets, mais bon... Maintenant, non, après, pas forcément. On n'est pas là pour expliquer ce qu'il y a ou pas. C'est... Voilà, moi, je sais que depuis le début... ce sont des gens qui sont très mal intentionnés, qui ont voulu voilà, me faire du mal, parce que en faisant ça, c'est faire du mal, et moi, j'ai jamais cédé à ces choses-là. Après, le contenu, peu importe ce qu'il y a dans le contenu ou pas, mais bon. Allez, dis-nous, Mathieu. On est dans une émission de sport quand même. Il faut être sérieux un petit peu 2 minutes. Si tu veux, on fait ça dans un podcast. Et je mens pas. Là, le détecteur de mensonge, il peut pas sonner. Non, pour l'instant, il a pas sonné. Mais t'as pas mis le doigt dedans, c'est pour ça. Alors, ce qu'on fera à la fin, on fera un oui/non, et si tu mens, là, ça va sonner. Donc, je vais te poser des questions plus précises. Moi, Mathieu, je voulais te parler parce que forcément, sans parler du contenu, je voulais parler de Karim Benzema qui était mêlé donc à cette affaire-là. Est-ce que depuis, vous êtes reparlé? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, et franchement, honnêtement, je vais te dire, je suis vraiment pas rancunier en plus. Donc, tu le recrois, que chacun fait sa vie. Je sais pas. Franchement, je sais pas dans quelles conditions, enfin vraiment les conditions, mais je pense que moi, je suis vraiment pas rancunier. Je souhaite franchement de mal à personne. Je veux qu'il soit heureux dans sa vie, dans sa vie de famille, footballistiquement aussi. Donc voilà. Maintenant, moi, je sais ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est sûr qu'on partira pas en vacances ensemble, mais voilà, j'ai du respect pour voilà, pour moi c'est passé, c'est autre chose. Enfin, je suis passé à autre chose, et je souhaite de mal à personne, tout simplement. Et Mathieu, vu qu'il y a pas, et sur Karim,
Merci d'avoir répondu comme ça, mais vu que t'es pas rancunier, est-ce que tu en veux aussi? C'est sincère, hein, c'est sincère. Non, mais bien sûr, mais je dis pas. Ça a passionné Mathieu, donc oui, c'est sincère. Je te crois totalement et tout le monde te croit là-dessus, mais je sais qu'on en avait parlé aussi tous les deux. Ce que tu reprochais aussi, c'était le manque de soutien de la part de la Fédération française de foot. Et je sais que tu en voulais aussi beaucoup à l'époque au président de la Fédé et d'autres personnes. Est-ce que là aussi, tu l'as toujours en travers de la gorge, ce qui s'est passé? Ouais, parce que je pense que quand tu as une situation comme celle-là où je suis quand même la victime dans cette affaire, alors beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais tu n'as pas laissé ton téléphone traîner par-ci, par-là. » Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent faire du mal, et je pense qu'on va arriver à de génération en génération, ça va être peut-être encore pire. Mais je pense que j'aurais mérité, par rapport au fait que j'étais quand même un cadre de l'équipe de France, ou peu importe, même si tu es un joueur de l'équipe de France à part entière, je pense que j'aurais aimé avoir beaucoup plus de soutien de la part de la Fédération française de football, qui était à l'époque Noël Le Graët. Il m'a jamais passé un coup de fil, voilà, pour me dire. Je te rassure, il n'y a pas qu'à toi. C'est mon soutien. Voilà. Oui, non, bien sûr. Là, en l'occurrence, Jean-Michel, on est sur moi, sur la vérité. Et puis toi, mais ce que je veux dire, c'est bien sûr, je te rejoins quand il n'y a pas que moi. Je comprends que tu te sens abandonné, Mathieu. Je comprends que la moindre des choses eût été qu'il prenne son téléphone. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ne sont pas faits comme toi, ils ne sont pas faits comme moi, ces gens-là. Ils considèrent qu'ils ne font pas la part des choses. Et à un moment donné, ils ont le retour de bâton. Ils s'étonnent d'avoir le retour de bâton, mais ils l'ont parfois trop tard, le retour de bâton. Mais Mathieu, Jean-Michel, Jean-Michel, moi je te dis ça parce que pourquoi ça m'a profondément déçu, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait 2010, 2012, le championnat d'Europe en Ukraine. J'ai fait cette Coupe du Monde en 2014 où j'ai été très bien, très bon, j'ai joué tous les matchs. Et je me discutais beaucoup avec Noël Le Graët. Il me disait plein de belles choses. De bonnes choses. Je suis très fier que tu sois en équipe de France. C'était vraiment... Il m'a fait vraiment... Il m'a tout dit. Et j'étais franchement très, très heureux qu'il puisse me parler comme ça. Mais derrière, un an et demi après, tu me tournes le dos comme ça. Alors, c'est le milieu qui veut ça, peut-être, pas de souci. Non, mais c'est Noël Le Graët qui veut ça. Non, c'est pas le milieu. Peut-être, et j'ai bu à ses paroles, mais quand il est venu quand même... On est tellement fiers de t'avoir, à avoir un joueur comme toi en équipe de France, ta mentalité et tout ça, et derrière, il se passe ça. Donc, j'étais vraiment aussi... Il y avait vraiment de la colère aussi de ma part, quoi. Mais ça, il te disait ça avant le repas du midi, parce qu'après, il ne pouvait plus trop parler, non? Mathieu, est-ce que tu peux rester avec nous encore une dizaine de minutes? On a plein de questions à te poser, il y a plein d'appels au 32-16. On va parler de Didier Deschamps, il y a ton Didier deuxième Deschamps, papa. on veut en parler, cette relation particulière entre vous. Il y a aussi de ce l'OL, passage ton club de Marseille à Lyon, ça aussi on va t'en parler. Et puis aussi de ton palmarès à l'étranger, toi qui es devenu une légende de l'Olympiakos, Mathieu Valbuena. Dans le jeu de la vérité de Rotten sans flamme. On continue, on va pas perdre de temps. Pas de joker sur la sextape, c'est courageux quand même. Ouais, c'est courageux. Bravo Mathieu. On n'a pas fini. Il n'a pas voulu tout nous dire quand même. Bon, Mathieu, moi je voulais... Ça n'a pas sonné, ça va. Bon, ça va. Mathieu, je voulais partir sur quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi. C'est Didier Deschamps. Parce que tu l'as connu déjà dans un premier temps à Marseille. Vous avez gagné un trophée commun, le trophée du champion de France 2010. Quelles sont tes relations avec Didier? Déjà, ma relation avec Didier au début est très compliquée parce que mes premiers 4 mois, je joue pas. Et donc, c'est vrai que ça a été... il y a eu un point un peu de non-retour. Je pense que de base, il a eu des a priori sur moi. Et je pense qu'il s'est aperçu qu'il s'était trompé. Alors, c'est vrai que les résultats n'allaient pas aussi. Et c'est vrai que j'ai commencé à jouer mon premier match titulaire, ou mon deuxième match titulaire, mais vraiment, le
premier match de Coupe de France, c'est le match tout bidon, là, toutbidon.com. Le premier tour. Donc, le 4 janvier ou le 5 janvier. Exactement, ouais, le 4 ou le 6 janvier, c'est toujours dans ces eaux-là. Ouais. Donc du coup, ça s'est très bien passé pour moi. Et puis derrière, on n'était pas bien classé aussi. Et puis après, mes relations ont été bonnes parce que j'étais bon. Tout simplement. Et avec Didier, quand t'es bon, tes relations elles sont bonnes. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, mais sauf que la différence, Mathieu, c'est que Didier Deschamps, et moi je l'ai eu aussi, donc je suis bien placé pour en parler, c'est que très souvent, en effet, il a une façon de faire avec ses groupes, il a des joueurs leaders et tout ça, mais en fait, en tout cas, toi, tu es en train de nous expliquer que tu jouais parce que tu étais bon, mais tu n'as jamais été dans ces joueurs leaders, quoi. À la fin, oui, j'ai été dans ces joueurs leaders, mais plus en équipe de France qu'à l'Olympique de Marseille. Mais ce qui est bien avec Didier, c'est qu'il reste pas sur une position, il reste pas que sur ses positions, il arrive à changer. C'est-à-dire que même s'il a des avis ou même s'il apprécie peut-être pas le joueur ou peut-être ses qualités, ou parce que pour lui, il était dans son 4-3-3 et je ne pouvais jouer que sur un côté. Et pour lui, quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, j'étais pas le joueur athlétique, physique pour évoluer dans cette position-là. Et il a changé ça. Donc, et c'est vrai que je suis parti de très loin avec lui, hein, sachez-le, mais c'est vrai que mais justement, Mathieu, il arrive quand même à changer d'avis sur les joueurs, et si t'es bon, t'es performant, tu joueras, quoi. Et il a été pragmatique avec toi, avec d'autres, avec Gignac qui l'a emmené à l'Euro 2016 notamment, mais moi c'est ça qui m'interpelle quand même, c'est que au fur et à mesure du temps, tu as cette relation forte avec lui, parce qu'au début, il ne croit pas en toi à l'OM, mais ensuite, il t'a en tant que sélectionneur et il te prend régulièrement, tu deviens un cadre de l'équipe de France. Il y a ce souvenir commun magnifique de 2013, le barrage face à l'Ukraine. Ensuite, il y a la Coupe du Monde 2014, tu l'as dit toi-même, tu joues tous les matchs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle a été son attitude avec toi après cette fameuse affaire de 2015. Il ne t'appelle plus. Est-ce que tu perds tout contact avec lui ou est-ce que tu gardes malgré tout un lien avec Deschamps quand tu n'es plus appelé ? Non, le contact, il s'est estompé petit à petit. Le Graët, donc voilà. Le contact, il s'est estompé petit à petit. Je me rappelle, j'étais dans le vestiaire à Lyon et il m'appelle. Donc il me dit, écoute, je vais pas te prendre pour quand l'affaire sort. Il m'appelle, il me dit, bon Mathieu, pour te protéger, je t'appelle pas sur ce rendez-vous-là. Parce que tu t'étonnes bien qu'on va jouer au Stade de France et j'ai envie de te protéger. Je lui dis, mais protéger de quoi ? Il me dit, mais tu te rends compte, on joue à Paris, l'affaire qui sort comme ça, je peux pas te lancer dans la gueule du loup. Je dis, mais Didier, je comprends pas. Là, je suis quand même victime de tout ça. Il me dit, oui, mais ne t'inquiète pas. C'est juste sur ce rassemblement. Et j'ai raccroché avec lui, et vraiment, j'étais vraiment très énervé. Même les joueurs de lui m'ont dit, oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ? Et bon, ils ont tout de suite compris. Et c'est vrai qu'en fait, petit à petit, après, j'ai pu être rappelé. Ouais. Et parce que l'affaire, elle a continué, elle a pris beaucoup plus d'ampleur. Et c'est vrai que mes contacts avec lui se sont un petit peu tout simplement estompés petit à petit. Est-ce que le fait que tu sois pas rappelé après cet épisode, alors sur la première sélection, tu l'as expliqué, il voulait te protéger soi-disant, mais après, est-ce que pour toi, sportivement, tu méritais d'être appelé en équipe de France ? Alors, je l'ai eu juste avant l'annonce des 23 pour l'Euro 2016, où il m'appelle, où il me dit, voilà, je te prends pas pour des raisons sportives. Mais il peut pas me dire le contraire. Parce que je faisais pas une grande saison avec Lyon, c'est vrai. Je jouais mes matchs, des fois j'en jouais pas, des fois... Mais on a vu d'autres cas
où il y avait quand même des joueurs qui n'étaient pas... qui jouaient pas, Giroud, très performants en club et qui étaient bons en sélection. Tiens, je vais même te dire, juste avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil, et ma dernière année à l'Olympique de Marseille, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Il faut dire, je pense que je fais ma moins bonne saison à l'Olympique de Marseille en 8 ans. Et il t'appelle quand même. Mais c'est pas pour autant qu'il m'a pas convoqué. Tiens, et c'était un petit peu l'éternel débat à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que j'en avais marre. Il se préserve pour l'équipe de France et avec l'Olympique de Marseille, il joue pas. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Oui, Mathieu, on voulait donner la parole aussi à des auditeurs au 32-16, notamment Hakim, qui est supporter marseillais et qui a quelque chose à te demander. Salut Hakim. Salut Hakim. Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs. Bienvenue Hakim. Salut Hakim. Allez, Mathieu est à toi. Bonsoir. Alors déjà j'aimerais juste qu'on recontextualise les années de Mathieu à l'OM pour les plus jeunes supporters de l'OM qui nous écoutent. Mathieu il arrive par la petite porte de Libourne en 2006. Il gagne sa place petit à petit en fin de saison, il nous qualifie en Ligue des Champions à Saint-Etienne. Derrière, il y a ce fameux match à Liverpool où quasiment là, il s'impose dans l'équipe de Guéretz. Derrière, l'avant-dernier match au Vélodrome, il vit un vol de titre de champion face à Lyon et je sais qu'il s'en souvient très bien. 2 ans plus tard, après le titre avec Deschamps, il revient un vol à Gerland, encore face à Lyon. Ensuite, globalement, c'est 8 ans à l'OM, il n'y a pas de souci. Merci Mathieu, je connais tous tes buts par cœur, tu as été un de mes héros. Mais j'aimerais savoir, en fait, en 2015, qu'est-ce qui te passe par la tête et à quel moment tu as cru que ça allait passer à l'as, ce coup de poignard dans le dos d'aller à Lyon? Et surtout de dire à Téléfoot derrière, mais à Marseille, j'ai pas souvenir qu'on détestait les Lyonnais. Ok, je vais te répondre. Écoute, merci pour ce que tu as dit. Non, tout simplement, je suis parti déjà de l'Olympique de Marseille parce que j'ai senti que petit à petit, Vincent voulait que je parte de l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai senti à l'époque. Ouais. Senti qu'un petit peu c'était la fin de mon aventure. Donc voilà, je suis parti, j'ai eu cette offre au Dynamo de Moscou. Après 1 an, je ne pouvais plus rester là-bas parce que le coach et le président du club russe ne pouvaient pas, sont partis, donc ne pouvaient plus garder des étrangers. Donc pour moi, c'était important de pouvoir... j'avais quand même toujours en équipe de France, parce que j'ai évolué en Russie, et en Russie, j'étais toujours en équipe de France. Et j'ai voulu revenir à l'Olympique de Marseille, dont c'était encore Vincent Labrune, et dont j'étais pas le bienvenu pour revenir à l'Olympique de Marseille. Et ça, je parle ça en août. Et donc pour moi, c'est vrai que quand il y a eu Jean-Michel Aulas qui m'a appelé, directement je me suis dit waouh, c'est avec Marseille et tout ça, ça va être compliqué et tout ça. Et forcément, moi j'ai pensé aussi ma carrière, j'ai pensé aussi le fait que j'avais quand même l'équipe de France aussi en ligne de mire, que je pouvais pas perdre ça, parce que bon, tu le sais Jérôme, jouer pour son pays, c'est quelque chose d'incroyable, surtout en équipe de France. Tu sais que tu peux pas te permettre de louper certains matchs parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de concurrence en équipe de France. Et j'ai fait ce choix-là, et je vais te dire que je ne regrette pas parce que ça ferait quand même injure à Lyon. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans à l'époque, il n'y avait pas autant une rivalité comme aujourd'hui, quoi. Et ça, tu peux me dire ce que tu veux. Il n'y avait pas autant une rivalité. Alors, certes que j'ai déçu des gens qui m'ont pris pour un traître, je les respecte, il n'y a pas de souci. Tu es parti à Lyon tout simplement pas parce de à Lyon non plus. parce que l'OM chez qui tu voulais revenir ne voulait pas de toi. C'est aussi exactement. Donc, et c'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation où on pouvait dire ce qu'on voulait, mais l'Olympique Lyonnais avait quand même un projet où il y avait quand même la Ligue des Champions, il y avait tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, écoute, je vais aller là-bas. Et je l'ai assumé. Et je l'ai assumé parce que
je vais te dire, quand je suis arrivé là-bas, même des supporters lyonnais sont venus, ils m'ont dit mais nous on ne veut pas. Exactement. Donc j'étais plus aimé dans partout. les deux camps. C'est vrai. Mathieu, merci beaucoup pour ta franchise. J'en ai chialé de ce choix-là. Un grand merci, c'est passé très vite. En tout cas, tu as été excellent. Je dormirai mieux cette nuit avec ton explication. Bon, Mathieu, merci beaucoup en tout cas. Je t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et surtout, bon courage pour la retraite. Bye bye.